Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ma première question est toujours la même. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me répondre dans le chat et d'ailleurs je vais vous dire bonjour. Hop. Bonjour Véronique, Isabelle. Super. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième volume sur du pouvoir des images, sur une série qui est particulière puisqu'elle traite beaucoup plus de la théorie, en fait, théorie de l'art, avec une réflexion qu'on avait eue lors du volume 1 sur la présence de l'œuvre. Comment était fondée la présence de l'œuvre, et dans la continuité de cette réflexion, donc, que vous pouvez retrouver sur notre site Topo, eh bien, on va poursuivre la réflexion puisqu'on a montré que les œuvres avaient une forme de présence toute mystérieuse. Eh bien, on avait conclu qu'il y avait aussi là, dans les images, c'est-à-dire dans les œuvres qui font image, c'est-à-dire une sculpture, une peinture, tout ce qu'on va parler de l'art visuel, eh bien, toutes ces images produisaient, et c'est là ce qu'on va étudier, pouvaient produire aussi une pensée. Et c'est tout l'enjeu de cette proposition que je vous fais, c'est de comprendre, à partir du moment où les œuvres ont une vie à elles-mêmes, et bien sûr il y a l'intention de l'artiste, mais c'est aussi de comprendre à quoi pensent les images, ou plutôt quelle forme de pensée produisent les images. En cela, elles ne sont pas la même chose qu'un texte. Et pourtant, on le voit, on utilise beaucoup de métaphores autour de la signification. Quand on dit qu'une image nous parle, eh bien, d'une certaine manière, on pose qu'elles peuvent produire un discours. Et pourtant, dire qu'une image produit un discours, ce serait la réduire. Et on va voir un petit peu ce que c'est que toutes les pensées qui peuvent soit traverser les images, soit être produites par les images, en tout cas par les œuvres que vous créez. Donc, cette proposition est un peu plus théorique que la dernière proposition sur notamment le marché de l'art, qui était une description très économique, ou d'autres propositions qui peuvent être faites sur comment faire son portfolio, par exemple. Alors, dans cette proposition, je vais me balader aussi un petit peu dans l'histoire de l'art, et notamment à travers les œuvres d'un artiste, le Caravage, parce que cet artiste est peut-être au croisement de deux époques. Il naît 10 ans après la mort de Michel-Ange et signe par ses peintures la fin de la Renaissance, d'une forme de symbolisme, c'est ce qu'on va voir ensemble, et annonce les émotions intenses du baroque, excessives. Poussin dit de lui qu'il est venu pour détruire la peinture, et c'est intéressant de voir que peut-être il en a révélé toute la puissance et toutes les pensées. Alors, pour commencer, une image forcément du Caravage, pour expliquer plusieurs choses, dire d'abord, dans les 7 œuvres de la Miséricorde que l'on peut voir à l'église Pio Monte della Misericordia, une œuvre de 1607 à la fin de sa vie, eh bien, l'idée du Caravage est peut-être de reprendre à son compte la mission du décret des Saintes Images qui est fait en 1530 par le concile de Trente, le concile de Vatican, qui, un peu effrayé par la réforme protestante, décide de faire un décret sur les saintes images, pour exhorter les peintres à créer des œuvres pour instruire les hommes et créer un sentiment, une émotion de piété. Alors, les plus grands peintres vont recevoir des commandes de l'Église, et Caravage va répondre à une commande, notamment les 7 œuvres de la Miséricorde, commande qui pourtant, on va le voir,
ne correspond pas, et on va le voir dans toutes les œuvres de Michel-Ange, ne correspond pas tout à fait à ce qui est demandé, puisqu'il y a un conflit, notamment au niveau de la lumière. Peut-être que vous pouvez repérer, j'espère que la définition est assez bonne, et sinon il faudrait aller voir sur Internet, la définition des images n'est peut-être pas optimale, mais regardez, il y a, rien que dans les sources lumineuses, plusieurs problèmes. Il est dit dans le décret que la lumière doit venir du ciel, et pourtant, si vous regardez les 7 œuvres de miséricorde, c'est-à-dire nourrir les affamés, et on voit aussi au centre Saint Martin qui donne son manteau, c'est-à-dire vêtir les plus démunis, enterrer les morts, on voit au fond un prêtre qui enterre les morts. Eh bien, si à l'époque du Caravage, la lumière est une lumière qui doit être divine et qui illumine les actions des hommes, actions miséricordieuses, Caravage décide, et dans tous ses tableaux, vous pouvez le regarder, d'ailleurs ce tableau est très photographique, décide non pas d'éclairer le tableau par le haut, non pas de dire que la torche éclaire le tableau comme pour un Georges Latour, mais c'est une lumière qui vient éclairer les actions miséricordieuses qui est parmi les hommes, c'est-à-dire latérale, c'est-à-dire profane. Eh bien, on pourrait dire que le Caravage, d'une certaine manière, fait mentir tous les discours, tout en pourtant répondant à la commande. Et c'est peut-être cette capacité de l'œuvre à échapper au discours et donc à produire une autre forme de pensée qui ne serait pas discursive, mais proprement figurative, que l'on va étudier. Alors, je vous propose de me suivre et de se rappeler aussi que si l'œuvre n'est pas un discours, il n'en est pas moins un plaisir intellectuel qui serait sensible. On va donc essayer de comprendre ce qu'est une œuvre d'art à travers cette idée qu'il y aurait une pensée qui serait propre à l'œuvre d'art. On peut parler de pensée plastique ou figurative. Il est clair qu'une œuvre de ce genre, et on peut, ce texte qui date de 94, en fait, peut très bien s'adapter à un tableau de Caravage, comme La mort de la Vierge que vous pouvez voir au Louvre. Il est clair qu'une œuvre de ce genre vise autre chose que la contemplation esthétique. Ce qui ne veut pas dire que les procédés de composition ne sont pas délibérément utilisés comme des moyens pour atteindre ces fins. C'est-à-dire que dans ce texte de Paul Wood sur la modernité de l'art et même l'art contemporain, c'est fou de voir que ça peut s'adapter aussi au Caravage, qui essaye de définir ce qu'est une œuvre, eh bien, Paul Wood et Charles Harrison disent quelque chose, c'est que l'œuvre d'art est un plaisir sensible. De même que le Caravage décide, par ses contrastes, de créer des émotions fortes, intenses, tout avec des contrastes lumineux marqués ou des drapés qui montrent toute une technique qu'il est agréable de voir. Donc il y aurait bien un plaisir sensible. Mais ce plaisir sensible est aussi, et pour Wood ou Harrison, une forme de procédé qu'on pourrait qualifier d'esthétique, et qui permettrait aussi d'exprimer autre chose. Exemple, là pour La mort de la Vierge, on sait que ce tableau a été refusé par les nonnes ou l'Église qui lui avait commandé le tableau en 1601, parce que Caravage avait pris le corps, alors peut-être que mon anecdote n'est pas tout à fait exacte, mais le corps d'une prostituée qu'il avait retrouvée ou d'une jeune noyée qu'il avait retrouvée à la morgue. Et c'est ce scandale de prendre des figures profanes, mais qui dit aussi quelque chose sur un message qui pourrait être religieux ou spirituel, qui associe donc un plaisir intellectuel de conception et un plaisir sensible qui vient caractériser la force d'une image et qui associe les deux. Alors, c'est déjà quelque chose de complexe et c'est déjà quelque chose qui fait que ça échappe à un discours. Cependant, traditionnellement, on associe un tableau, c'est-à-dire quelque chose qu'on va représenter, c'est pas pour dire que les tableaux ne représentent rien. Et c'est là où il y a une ambiguïté.
on voit à peu près se former aux alentours du XVIIe siècle, 60 ans après la mort du Caravage. Ouais, il meurt en 1610, 50 ans à peu près. L'idée, et c'est une théorie d'Antoine Arnaud et de Pierre Nicole au XVIIe siècle dans la logique de Port-Royal ou l'art de penser, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur qu'est-ce que penser, puisqu'on parle de à quoi pensent les images, mais alors si c'est intellectuel et sensible, à quoi, quel type de pensée il s'agit. Et quand on lit les textes, le début en fait, cet art de pensée qui essaye d'étudier comment se forme une pensée, voilà ce qui est dit. Quand on considère un objet en lui-même et dans son propre être, sans porter la vue de l'esprit à ce qu'il peut représenter, l'idée qu'on en a est une idée de choses, comme l'idée de la Terre et du Soleil. C'est-à-dire que je me fais une idée du Soleil ou de la Terre. Mais quand on ne regarde un certain objet que comme en représentant un autre, l'idée qu'on en a est une idée de signe, de ce premier objet qu'on appelle signe. C'est-à-dire que un rond peut devenir le signe d'un soleil. C'est ainsi qu'on regarde d'ordinaire les cartes et les tableaux. Ainsi, le signe renferme deux idées, l'une de la chose qui représente, c'est-à-dire le rond jaune qui serait soleil, l'autre de la chose représentée, c'est-à-dire ce qu'il désigne, et sa nature consiste à exciter la seconde par la première. C'est-à-dire que, en regardant un tableau ou une carte, ils considèrent que les œuvres d'art, les images, sont comme des cartes et qu'ils vont donner des informations par rapport à des signes qui seraient conventionnels. L'idée là, dans la pensée dite classique du XVIIe siècle, mais qui va énormément influencer la perception qu'on va avoir des œuvres, c'est de dire qu'en fait, quand vous faites un soleil, quand vous peignez un soleil, eh bien, vous répondez à une forme de convention de ce qu'est le soleil pour qu'on puisse reconnaître ce que votre peinture désigne, c'est-à-dire un soleil. Il y a donc une forme de convention qui produirait une langue, qui serait une langue picturale avec une série de règles qu'il faudrait respecter pour être compris. C'est-à-dire qu'il y aurait, comme dans le langage, hein, comme dans la parole, un signifiant. Si je vous dis soleil, vous avez un son qui est signifiant, mais qui ne représente en rien le soleil. Un signifié, eh bien, c'est le sens du mot soleil, et le référent, ce qu'il désigne, c'est-à-dire le vrai soleil, ce que je désigne. Ainsi, un tableau fonctionnerait d'une certaine manière comme un discours et viendrait un petit peu contredire tout ce que je disais au début. Alors, on peut se dire que ce n'est pas tout à fait vrai, mais une grande partie de l'art, dans l'histoire de l'art, a fonctionné comme ça. L'œuvre plastique serait donc une forme de pensée basée sur des symboles, un petit peu comme ce que vous voyez là, pour la stèle funéraire qui est dite de style pancarte de Néfertiabet de 2500 avant Jésus-Christ. Par exemple, l'art égyptien fonctionne un petit peu comme ça. Vous voyez des hiéroglyphes qui désignent en fait le personnage habillé d'une fourrure léopard et qui disent en fait Néfertiabet. Et vous voyez le personnage qui veut dire reine. Et ce n'est pas, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des schémas. Si vous regardez les pieds ne sont pas juste au niveau anatomique, mais représentent toutes les faces d'une certaine manière, enfin tous les éléments anatomiques d'un pied, pour qu'on le reconnaisse bien. Et il y a une forme de convention. Ce que Ernst Gombrich appelle, dans l'histoire de l'art, un texte fondateur, et une belle synthèse, qu'il appelle style. Cette loi unique, à quoi semblent obéir toutes les créations d'un même peuple, c'est ce que nous appelons un style. Le style de l'Égypte, c'était toute une série de lois très strictes que chaque artiste apprenait dès sa prime jeunesse. L'idée est donc que pour que l'image pense, eh bien, elle doit fonctionner comme un discours ou alors avec un style qui serait à l'image, en tout cas, qui aurait le même fonctionnement que la langue. Il y aurait donc le style égyptien comme il y aurait la langue française. Et les artistes de l'époque égyptienne, d'ailleurs, on voit une certaine forme de continuité dans le style égyptien, puisqu'il y a l'idée toujours de faire pareil. Ainsi, l'œuvre plastique est une pensée
qui peut discourir, puisqu'elle utilise des symboles que tout le monde connaît et qui sont conventionnels, c'est-à-dire que si vous faites différemment, eh ben, on ne comprend pas. Ainsi, l'histoire de l'art est aussi parcourue par des styles qui ont leur signification. Vous pouvez, quand vous réfléchissez à une composition, jouer avec des styles, certes, et qui disent des choses différentes en fonction tout simplement des usages que vous faites. Enfin, voilà, le style a une signification, c'est-à-dire une série de lois très strictes. Ça, c'est déjà dire quelque chose que dire que l'œuvre plastique est une forme de pensée symbolique. Panofsky, par exemple, dans la perspective comme forme symbolique d'Ernst Panofsky, eh bien, explique que même la manière de représenter les perspectives a une signification propre, symbolique. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Ainsi, on va parler d'une œuvre plastique comme pensée discursive. Le symbole est une convention partagée par un groupe sur la signification d'une forme, et le style, c'est l'ensemble de règles qui régissent les formes et leur signification. Ainsi, on voit, d'ailleurs, tout au long de l'histoire de l'art, et vous, artistes, vous n'en êtes pas exempt, l'importance des théories sur la peinture, dans la formation des peintres. Il est fort à parier que l'évolution qu'on avait vue d'ailleurs dans la conférence sur le marché de l'art, où on voyait que les beaux-arts, qui avaient eu des théories post-conceptuelles sur ce qu'était l'art, c'est-à-dire que l'idée primait sur la forme, d'une certaine manière, et que la forme, on ne pouvait pas y échapper, mais ce n'était pas le plus important. Cette idée était finie, et on voyait qu'il y avait donc des théories qui s'opposaient et qui disaient que non, on voyait un retour de l'esthétique et même de l'artisanat d'art. Si on reprend ces idées, c'est bien qu'il y a des courants théoriques dans l'histoire de l'art sur ce qu'est une bonne peinture ou ce qu'est une bonne œuvre, et qui vont fortement influencer les peintres, qui vont plus ou moins eh bien, se plier à ces formes de conventions qui sont imposées par les théories. Donc on voit un rôle des traités théoriques, et c'est intéressant de voir que quand vous produisez une œuvre, eh bien, elle se produit dans un environnement théorique et qui s'exprime aussi par le style, hein, comme l'ensemble de toutes les conventions. Nicolas Poussin fait d'ailleurs référence, lui qui s'opposait à Caravage et qui avait une relation compliquée. Poussin, il vient après, bien sûr après le Caravage, et qui dit, en faisant référence aux théories de la Renaissance, la peinture est une imitation faite avec lignes et couleurs, en quelque superficie de tout ce qui se voit sous le soleil, et donc il donne à la peinture le rôle de décrire ce qui se voit sous le soleil, c'est-à-dire sous la lumière, en respectant souvent des règles géométriques. Alors il y aurait donc l'idée que la peinture est un langage, et comme tout langage, elle permet de produire des langues. Ça, c'est effectivement quelque chose qui se tient, et qui pourtant n'est pas tout à fait satisfaisant. Car, comme on l'a vu, dans l'analyse rapide que je vous proposais des 7 œuvres de miséricorde du Caravage, l'œuvre fait constamment mentir les discours. C'est-à-dire elle ne peut pas être réduite à un discours. Alors, pourquoi ? Je vous propose de regarder, peut-être, avant de rentrer plus dans le détail, pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que l'œuvre se donne d'abord à voir comme œuvre. C'est le postulat qui dit que l'œuvre est autotélique. L'observation et les commentaires d'un poème peuvent être profonds, singuliers, brillants ou vraisemblables. Ils ne peuvent éviter de réduire à une signification et à un projet, un phénomène qui n'a d'autre raison que d'être. René Char, dans sa préface aux Poésies, poème d'ailleurs en grec ça veut dire créer, au même titre que l'on crée une œuvre picturale, René Char, dans sa préface aux Poésies Une saison en enfer, les illuminations d'Arthur Rimbaud, qu'il écrit en 1956, cette préface, eh bien, quand il dit que tous les commentaires, tous les discours sur l'œuvre ne peuvent pas réduire, c'est-à-dire limiter l'œuvre au discours qu'il a décrit, c'est-à-dire que l'œuvre résiste toujours au discours, c'est tout simplement parce que l'œuvre est sa propre finalité et qu'elle existe d'abord en tant qu'œuvre.
Elle n'a d'autre raison que d'être et être elle-même. Et en faisant ça, elle n'a pas d'autre adresse. D'abord, elle existe de manière presque autonome pour elle-même, en tout cas. Cette nature autotélique de l'œuvre qui se donne à voir, eh bien, c'est une des raisons, et on va le voir, il y en a d'autres, qui permettent de montrer que l'œuvre s'écarte de tout discours et qu'on peut voir plusieurs choses. Alors, c'est d'abord, peut-être, dans la manière de représenter, qui n'est pas forcément le style comme ensemble de règles, dans la manière de représenter qu'il y a l'intention de l'artiste, comme un écart constant par rapport au texte, au traité théorique qui voudrait imposer la production des images, qui voudrait la maîtriser. Regardez, lisez par exemple ce décret sur les saintes images de 1563 qui arrive à peu près 41 ans avant la peinture, le jeune Saint Jean-Baptiste au Bélier du Caravage. On doit éviter tout sujet profane dans les représentations. Tout ce qui est désordonné, ridicule ou obscène, ce qui excite à la luxure, les peintures doivent instruire les fidèles et les porter à la piété, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pourtant, il y a une forme d'ambiguïté dans ce tableau et dans beaucoup d'œuvres. Il y a toujours dans les œuvres une forme d'ambiguïté, c'est ce qui fait que ce n'est pas un discours littéral, ça produit des discours, on va y revenir, mais à aucun moment ce n'est un texte. Et on va voir que ça pose évidemment des problèmes quand on veut chercher à expliquer son œuvre. On va en reparler. Mais regardez ce jeune Saint Jean-Baptiste au Bélier qui, nu, joueur, a peut-être une relation étrange avec ce bélier qui représente Jésus, mais qui a une forme de tendresse, sinon peut-être érotique, et qui, loin d'instruire ou de porter uniquement à la piété, peut faire sourire, ou en tout cas être légèrement obscène. Eh bien, cette ambiguïté, c'est là que se situe peut-être la force des images et sa pensée, qui n'est pas donc discursive. Donc, dans l'intention de l'artiste, le fait de former une image fait que, en tant qu'image, elle ne peut pas être discours, et il y a toujours une trahison du texte. Si on avait pris, même au pied de la lettre, le texte, eh bien, dans le dessin, dans la matérialité de l'œuvre, je vais y revenir, il y a forcément une sorte de trahison des images par rapport au texte ou de résistance. L'autre idée, c'est la condensation. C'est une opération, c'est un mot qui a été utilisé par Henri Matisse, dont Notre d'un peintre, repris dans Écrits et propos sur l'art, et qui dit la chose suivante. Je veux arriver à cet état de condensation des sensations qui fait le tableau. Eh bien, si dans le traitement du sujet, il y a des ambiguïtés, le fait d'aller chercher, et c'est ce que dit Matisse dans ses propos, le fait d'aller chercher des choses qui ne sont pas totalement mimétiques, totalement réalistes. Donc, ce n'est pas juste l'interprétation du texte, c'est même dans la représentation d'aller chercher des effets de matière, des traits, qui vont avoir une expressivité, c'est ce que dit Matisse, de différents registres, donc une expressivité différente, qu'on va condenser un certain nombre de sensations qui vont être, qui vont permettre d'être polysémiques, qui vont donner plein de sens au tableau, plein de sensations et de significations. C'est ce qu'on va appeler une condensation. Alors, il y a des textes assez poussés sur le sujet, et toute œuvre d'art, d'une certaine manière, parce qu'elle n'est pas texte, elle n'est pas linéaire, elle vient condenser dans l'espace du tableau ou l'espace de l'œuvre une multiplicité de sensations et de sens et de significations. Donc ça, c'est aussi l'effet de matière. On va y revenir. Alors, il y a la condensation, ça va être beaucoup de sens, et puis on va voir aussi beaucoup de sensations et beaucoup de significations. Cette opération de condensation, elle existe par l'écho des formes dans l'histoire. C'est-à-dire que si un tableau produit du sens, c'est parce qu'il s'inscrit
il fait référence à d'autres tableaux qui l'ont précédé. Il s'en écarte un petit peu, bien sûr, il joue en fait avec l'histoire des formes, et il s'inscrit dans une histoire dont les formes font écho, c'est-à-dire qu'un tableau multiplie les significations grâce au tableau qui le précède, c'est-à-dire grâce au travail des autres artistes qui a été fait avant et qui ont créé des conventions dont il va s'écarter ou avec lesquelles il va jouer. Je vous propose de revenir donc sur la mise au tombeau du Christ. Il avait été dit dans le Concile de Trente qu'il fallait exalter par les émotions la piété. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que fait quand même Caravage, même si il a un rapport profane au spirituel à son époque, ce qui peut être déjà provocateur, qu'on avait vu avec la mort de la Vierge. Mais regardez, dans sa mise au tombeau, cette expressivité est presque photographique puisqu'il vient décomposer un mouvement. On a l'impression qu'on voit tous les stades de la déploration, et notamment l'expression d'une femme qui a les mains levées et qui semble exprimer sa douleur. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais même cette forme, c'est-à-dire qui n'est pas, et là je ne parle même pas du style, je parle juste de la forme des bras, cette forme en fait fait écho à d'autres formes qui la précèdent, et notamment, si l'on regarde la fresque qui est à côté, c'est un anonyme, c'est une fresque dans les catacombes de Priscilla à Rome, au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc des fresques paléochrétiennes, eh bien vous avez un orant, c'est-à-dire une forme, une personne qui prie, les mains écartées. Donc on voit ces formes paléochrétiennes de prière. On vous retrouvez aussi avec des sculptures de Daniel dans la fosse aux lions. On rentre vraiment dans l'histoire de l'art. Mais c'est pour vous dire qu'il y a donc des jeux d'écho, à la fois avec des formes de l'émotion simple, une forme de déploration, mais aussi des formes qui ont eu une histoire, et notamment ces bras levés, qu'on appelle c'est des orants, R-O-A-N-T, qui vont juste évoquer la prière. Ainsi, on voit tout de suite l'ambiguïté qui existe par des effets de condensation de ces formes, où une figure vient faire écho à d'autres figures qui la précèdent et donc sont polysémiques, sont ambiguës. Il y a fort à parier, et vous pouvez prendre les œuvres notamment de Bill Viola, que je n'ai pas pris ce soir, où le photographe va justement reprendre ces formes qui ont existé dans l'histoire de la Renaissance, qui ont existé dans l'histoire de l'art, hein, et les faire en photographie avec des sujets qui sont complètement différents, qui sont habillés différemment, mais qui ont des postures de corps qui font écho à un passé et donc qui se chargent de polysémie. Et il y a fort à parier, si on veut jouer à ce jeu, on peut voir des échos partout. Et je vous propose, et c'est pas moi qui vous propose, en fait, c'est Meyer Shapiro dans Les mots et les images, Meyer Shapiro dans Les mots et les images, qui montre que cette figure d'Oloran, de la prière paléochrétienne des premiers temps, et Caravage, en faisant référence à ça, s'inscrivait quand même dans une réflexion par rapport à l'Église et ce que voulait l'Église, puisque l'Église voulait exalter le retour à une Église des premiers temps. Il y a fort à parier qu'en réalité, cette forme vient de Moïse qui prie de cette manière-là contre les Amalekites. Alors, je voudrais pas, peut-être que je me trompe dans le mot, mais c'est le moment où il doit prier pour que le peuple d'Israël réussir à vaincre ses ennemis. Et on voit dans ce manuscrit judéo-persan de Shahin du XVIe siècle, la posture de Moïse, qui est la même posture que Laurent. Et on voit aussi dans des fresques à Rome, des mosaïques, Moïse qui lève les bras de la même manière. Et donc, il y a fort à parier qu'il y a eu des échos formels dans l'histoire. Et donc, en tant que peintre, en tant qu'artiste, on s'inscrit aussi dans ces échos, et jouer avec ces échos crée des effets de condensation. Ainsi, ces effets de condensation, on va en voir un autre après, produisent du discours. C'est-à-dire que l'image
loin d'être un discours, d'être une pensée discursive, pourrait être, par les échos qu'il y a avec toutes les conventions de l'histoire de l'art et tous les styles de l'histoire de l'art avec lequel l'artiste va jouer, on pourrait donc poser que l'image produit non pas un discours, mais des discours, par son ambiguïté, par sa polysémie, le fait qu'elle ait plusieurs sens, et est sujet à l'exégèse. C'est ce que Dante, qui est écrit dans le Convivo, qui s'inspire de saint Thomas, explique qu'il y a 4 sens dans une écriture. Et donc, l'image va produire plusieurs niveaux de sens. C'est ce que Henri de Lubac, dans l'exégèse médiévale, les 4 sens de l'écriture, 1959, rappelle. Il dit que justement, il y a dans toute écriture, mais ça s'applique évidemment aux images qui sont capables de produire énormément de sens, quatre sens. Alors ça a été utilisé, ça vient de la culture juive, les 4 sens de l'écriture, c'est repris en Europe au niveau médiéval et ça va disparaître à l'époque moderne. Mais qu'est-ce que dit d'une certaine manière Dante? Et ça s'applique très bien aux images. Il y a, si je prends sur le tableau du Caravage, David avec la tête de Goliath, 1607, eh bien, un sens littéral, un jeune homme qui tranche une tête. Mais ce jeune homme, c'est David, c'est peut-être l'allégorie, c'est-à-dire le symbole du peuple d'Israël. Il y a aussi un sens moral, c'est-à-dire que Dieu, enfin en tout cas il faut être humble et le petit peut vaincre le grand, donc il faut être humble, et spirituel, c'est-à-dire que si vous avez des actions humbles, vous êtes béni par Dieu. L'autre sens, et qui n'est pas forcément dans ces 4 sens, c'est que cette tête que vous voyez, cette tête de Goliath, c'est l'autoportrait de Caravage. Et cet autoportrait de Caravage, il est fait comme une forme d'auto-condamnation, de demande de pardon que fait Caravage pour le pape lorsqu'il explique, parce que Caravage doit quitter Rome parce qu'il tue en duel un autre peintre, une personne, et donc est condamné à l'exil parce qu'il est condamné à mort. Et en faisant ce David avec la tête de Goliath en 1607, il demande pardon d'une certaine manière, enfin il espère la rédemption. Et donc on voit une multiplicité de sens possibles dans une œuvre. Et donc c'est dire que l'œuvre produit des discours, et c'est non pas une pensée qui serait littérale, enfin dans l'œuvre, on a une pensée plastique qui est polysémique, qui produit des discours. Mais toujours dans cette idée de multiples représentations, enfin plutôt une représentation qui a de multiples sens, cette condensation, c'est-à-dire cette concentration d'une polysémie de signification, ne va pas sans une polysémie de sensations, c'est-à-dire de sensations multiples, qui pourraient avoir un sens encore plus intéressant ou encore plus profond, je dirais, que la seule multiplication des significations. C'est la matière même de l'œuvre qui pose question. Et je vais essayer de l'expliquer en prenant cet exemple du supplice de Marsyas de Titien, 1570. Si un discours qui est fait d'objets conventionnels pour désigner le monde, un peu comme ce qu'on a vu avec les hiéroglyphes, il y a des signes qui sont des formes et qui sont conventionnelles. Ça permet de lire le monde de manière claire, littérale, sans polysémie. Eh bien, le style de Titien, qui est d'une certaine manière un impressionnisme avant l'heure, pose une autre question. Giorgio Vasari en parle. Sa façon de peindre à cette époque est très différente de celle de sa jeunesse. Donc là, vous voyez le Titien de fin de vie. Ses premières œuvres sont réalisées avec une minutie et une application incroyables et destinées à être regardées de près comme de loin. Les dernières sont peintes par touches apparentes, largement brossées
dans un style de tâche, donc des sortes de tâches, si bien qu'on ne peut les regarder de près et qu'il faut s'éloigner pour les voir dans leur perfection. Ce que dit Vasari sur Titien, c'est que il y a en fait une représentation que l'on comprend, c'est-à-dire, ok, j'ai compris que c'est un satyre avec des jambes de, vous voyez là, les jambes de bouc. Il y a Apollon qui est en train d'écorcher le satyre. Enfin, voilà, enfin, on voit plusieurs personnages. Mais pour pouvoir les voir, il faut s'éloigner. Parce que quand on rentre dans, c'est-à-dire quand on se rapproche de tableau, on ne voit que les traces abstraites de peinture. C'est-à-dire la matière de l'œuvre qui est derrière la représentation et qui pourtant donne toute la sensation à l'œuvre. Cette matérialité de l'œuvre, on va parler, Louis Marin parle d'opacité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans sa matière qui permet de dépasser juste ce que ça désigne. C'est aussi de la peinture. Et en ça, il y a une forme pure de matière qui vient, eh bien, d'une certaine manière, qui fait partie de l'image et qui caractérise la pensée qui est plastique, qui est matérielle. Ainsi, l'effet non mimétique ou abstrait permet d'aller au-delà de l'idée qu'une œuvre ou qu'un tableau est comme une langue. C'est au-delà même d'une pensée logique qui voudrait articuler un discours. C'est ce que l'on a pu dire et répéter de la peinture moderne depuis César et Manet, l'épreuve d'un art qui se donne visiblement comme non représentatif, c'est-à-dire je ne cherche pas à représenter ce que je vois, comme le disait Poussin, qui se donne visiblement comme non représentatif et du même coup paraît se livrer à un discours de l'innommable, de l'indicible, devrait seulement permettre d'explorer dans la représentation même les syncopes de l'opacité, de travailler les troubles de la transparence, de révéler les puissances d'effet de la matérialité du langage, comme des images dont les peintres, les artistes de la représentation avaient joué, et dont les théoriciens avaient bien souvent perçu l'importance décisive. C'est-à-dire que dans le fait même, par exemple du Caravage, d'avoir juste des grands noirs de peinture, dans le fait même du Titien, d'avoir des touches de peinture qui sont impressionnistes, à l'image d'Impression Soleil levant de 1872, eh bien, il y a un au-delà de la représentation de dire qu'on ne fait pas que désigner quelque chose qu'on voit. On va ailleurs, et ça existe dans la matière. Et donc, il y a une pensée qui est antérieure même à toute pensée rationnelle, qui est de construire une langue, qui est d'abord quelque chose qui serait instinctif, en lien direct avec la matière réelle. Et ça, c'est beaucoup plus troublant. Ainsi, si je résume avant de passer à la suite pour aller justement vers cette idée de cette importance de la matérialité dans l'œuvre, l'œuvre est autotélique, c'est-à-dire qu'elle se donne à voir pour elle-même. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est jamais qu'une illustration d'un texte. Elle n'est jamais totalement soumise au texte. Et d'ailleurs, on avait vu qu'elle la faisait mentir. Donc, elle n'est pas illustrative. Elle va concentrer plein de discours et de sensations. Elle est polysémique et polysensorielle d'une certaine manière. Même si on peut parler, c'est que la vue, mais en fait, on va avoir plein d'émotions et de sensations par un effet de condensation. C'est-à-dire qu'il y a des formes multiples, et c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une histoire de l'art quand on fait des œuvres, et donc ça va générer des discours. Et la matière de l'œuvre permet d'indiquer un au-delà de la chose qui est représentée. C'est-à-dire que c'est effectivement, on désigne peut-être une personne, à l'image de cet autoportrait d'Eugène Leroy, et en même temps, en montrant la matière, en étant matière aussi, eh bien, ce n'est pas qu'une représentation. Ainsi, l'œuvre est au croisement de tensions sémiotiques, esthétiques et pathétiques. Pathétique, c'est l'émotion. Esthétique, ce serait le rapport, l'émotion qui serait propre à l'œuvre, et sémiotique, c'est le sens des œuvres. Alors, si l'œuvre n'est plus un discours, mais une matière, si on revient à la matérialité de l'œuvre, alors qu'est-ce que c'est? Et quel type de pensée ça peut être? Eh bien, c'est dire que ça répond peut-être, chez l'artiste, je reprends les mots de Bergson, à quelque chose d'instinctif ou de viscéral qui vient casser, détruire les conventions pour voir au-delà. L'artiste
en faisant des photos, en faisant des tableaux, en faisant des images, joue avec les conventions jusqu'à les casser. Et ça, c'est permis par la matière même de l'œuvre, qui est d'abord juste de la peinture. Et quand la peinture se donne à voir juste comme peinture, eh bien, on ne voit pas forcément ce que ça représente, on voit d'abord de la peinture. Et c'est ce que dit Bergson lorsqu'il dit « Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas. Parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels, qu'on avait vu avec les Égyptiens, qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre, pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie, et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Ce que dit Bergson, c'est la capacité à mettre le feu aux conventions, c'est-à-dire à montrer autre chose que ce qu'on considère être un pied, ce qu'on considère être du café, etc. Enfin, des choses qu'on a l'habitude de voir et qui sont en fait des éléments de langue. Eh bien, en dépassant les stéréotypes, en dépassant les conventions, on va montrer autre chose, c'est-à-dire un nouveau réel. Et on peut même dire qu'en utilisant de la matière, eh bien, on ne fait pas une représentation, mais on construit un nouveau réel. C'est l'idée que, avant tout discours rationnel, il y a d'abord une intuition de l'artiste. C'est l'idée de Bergson, mais aussi de d'autres penseurs de l'histoire de l'art, notamment Benedetto Croce, dans Essai d'esthétique, qui disent qu'en fait, l'artiste répond à une intuition et ne cherche pas à discourir, mais il répond à quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance intuitive du réel, c'est-à-dire, et qui va lui faire des formes qui sont une nouvelle matière et qui permettent eh bien, juste de voir au-delà de la langue. Ainsi, la pensée plastique répond à une intuition qui précède tout discours. C'est l'idée, dans la continuité de Bergson, de Benedetto Croce. Continuellement, on fait appel dans la vie ordinaire à la connaissance intuitive. On dit que certaines vérités, on ne peut donner de définition, qu'elles ne se démontrent pas par syllogisme, qu'il faut l'apprendre intuitivement. La critique se pique de mettre de côté, devant une œuvre d'art, les théories et les abstractions et de juger par intuition directe. L'homme pratique professe de vivre d'intuition plus que de raisonnement. Et en disant qu'il existe une connaissance intuitive, Benedetto Croce, dans son essai d'esthétique, explique que l'artiste, eh bien, le geste artistique précède le discours intellectuel, ou précède l'intellectualisme. Il y a, à l'image de Pollock, qui se laissait aller à l'intuition, eh bien, quelque chose qui est avant le discours, avant les mots, avant les conventions, et qui est un rapport direct à la réalité. Ainsi, la pensée plastique serait une manière, non pas de mettre à distance la réalité, mais d'être dans la réalité. C'est une des théories, bien sûr, qu'on a en esthétique. Mais vous, artistes, vous pouvez aussi intégrer ça dans vos discours en rappelant que c'est dans votre capacité à voir au-delà des conventions, dans votre capacité à être en rapport direct avec la matière, eh bien, que l'on est dans la réalité. L'autre grande idée, et je terminerai là-dessus, alors c'est vrai que c'est pas, ce sont des enjeux qui ne sont pas toujours évidents, c'est de dire que, bien sûr, une œuvre donc a plein de significations et que sa matérialité permet donc d'échapper au discours et d'être avant même le discours. Donc on avait vu que les œuvres peuvent produire plein de discours, elles sont polysémiques, et que les sensations qu'elles produisent peuvent être aussi issues de la matière même de ces œuvres, qui sont une nouvelle réalité, qui permet d'être en lien direct avec la réalité et briser le voile de la langue. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas la seule manière de voir l'œuvre, de réfléchir à ce que pensent les œuvres. Bien sûr, les artistes ont des intentions, bien sûr, les artistes ont un rapport direct avec la matière,
Mais il y a d'autres théories qui expliquent que les œuvres ne veulent rien dire en elles-mêmes. C'est plutôt l'ensemble des relations qu'on entretient avec les œuvres, c'est-à-dire ce qu'on attend d'elles comme action, ce qu'on attend d'elles qu'elles produisent comme effet, comme fonction dans la société même, qu'elles vont se définir. Alors, petit débat théorique, et je passerai là-dessus puisqu'il me reste encore 15 minutes. Il y a plusieurs débats théoriques au XXe siècle sur ce qu'est une œuvre d'art et ce qu'est l'objet artistique. Alors, il y a Arthur Danto qui dit que l'objet d'art est tout ce qui est reconnu comme tel par les membres de la communauté institutionnelle reconnue du monde de l'art. Le ministère de la Culture, les écoles, les galeristes, les collectionneurs. Mais Howard Murphy dit que c'est pas tout à fait juste parce que, eh bien, il y a des pays où il n'y a pas d'institution artistique. Il n'y a pas d'école d'art, il n'y a pas de beaux-arts, il n'y a pas de ministère de la Culture. Et donc, pour autant, on dit quand même que ce sont des objets d'art. Alors, il dit que les objets d'art, c'est un anthropologue, sont des objets qui possèdent des propriétés sémantiques et esthétiques. Donc, c'est à la fois ce qu'on a dit avant, hein, du sens et une sensation, utilisées à des fins de représentation, c'est-à-dire de désigner quelque chose. Là, c'est à peu près ce qu'on disait. Mais Alfred Gell va venir rajouter une autre conception de l'objet d'art, et je vous en parle parce que c'est aussi intéressant, et ça vient compléter tout ce à quoi les images pensent. Alfred Gell considère l'art comme un système d'action qui vise à changer le monde plutôt qu'à transcrire en symbole ce que l'on peut en dire. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, l'objectif de l'œuvre d'art n'est pas forcément de dire quelque chose, mais d'impacter, de changer le monde, d'agir. C'est un petit peu ce que vous pouvez avoir dans certaines cultures, et notamment les cultures Fang, à l'image de ce gardien de reliquaires Eyema Bieri du 19e, qui avait une fonction qui était de préserver dans ses mains une petite boîte. Enfin, il y avait souvent une boîte qui était associée aux reliquaires et qui préservait le crâne des ancêtres, qui était dans une fonction cultuelle. Mais ainsi, elle pouvait être chargée d'un agir qu'on lui reconnaissait, qu'un groupe de personnes lui reconnaissait, et donc activait le reliquaire, ou la pièce que vous voyez là, un boli, en fonction des usages qu'on en avait. Effectivement, montrer ce boli, c'est-à-dire ce fétiche, dans un musée, n'est pas la même chose que de procéder à un rituel ou un sacrifice, puisque c'était un support à sacrifice, les bolis, dans un village. Il y a donc des actions qui vont être différentes, et en fonction des relations sociales qu'entretiennent les personnes avec les objets, on parle de médiateurs d'une certaine manière, eh bien, l'œuvre d'art n'agit pas de la même manière, ne pense pas d'une certaine manière de la même manière. La pensée de l'image dépend donc d'une fonction. Et Michel Léris reconnaît dans l'Afrique fantôme, et d'ailleurs il y a une exposition en ce moment au musée Branly, du quai Branly, sur la mission Dakar-Djibouti, que vous pouvez aller voir, et dans l'Afrique fantôme, Michel Léris, qui vole en fait ces bolis, s'en veut énormément et reconnaît la puissance en fait de cette fonction quand il dit « grand témoin religieux, objet sale, simple, élémentaire, dont l'abjection est une terrible force parce qu'il est condensé l'absolu de ces hommes et qu'ils y ont imprimé leur propre force, comme dans la petite boulette de terre qu'un enfant roule entre ses doigts quand il joue avec la boue. » Michel Léris utilise le mot « condenser », condenser l'absolu de ces hommes. C'était comme si tous les hommes d'un même peuple qui utilisent le boli de cette manière-là étaient dedans, étaient en acte, et que ce fétiche avait un pouvoir, le pouvoir, eh bien, un pouvoir sacré. Alors, il y a d'autres fonctions, et le Caravage eh bien, l'a utilisé. On parle de fonction apotropaïque.
À la Renaissance, la tête de Méduse est mise en avant dans la peinture pour sa fonction apotropaïque, c'est-à-dire qu'elle dévie le mauvais œil et protège celui qui l'arbore, comme Persée. Persée qui a coupé la tête de la Méduse pour vaincre ses ennemis, le regard de Méduse étant pétrifiant, il transformait les hommes en pierre, et bien Persée coupe la tête de Méduse et l'utilise ensuite pour pétrifier ses ennemis. Il avait utilisé un bouclier qui était un miroir qui a réfléchi le regard de cette femme. Donc on voit des fonctions d'image qui, en fonction du rapport évidemment qu'on a avec elle, ne vont pas avoir la même force, la même action, et ne sont pas la même chose. Ainsi, une œuvre peut être plusieurs choses à la fois, à défaut même d'être polysémique, à défaut de proposer plusieurs formes de sensations qui ne sont pas liées aux représentations, mais qui sont purement sensorielles, eh bien, les œuvres peuvent être plurielles, c'est-à-dire plusieurs choses à la fois tableau et talisman, bouclier. Ainsi, on peut aussi se poser, quand on réfléchit à ce à quoi nos œuvres pensent, les œuvres que l'on produit, aux fonctions des œuvres que l'on assigne ou aux interactions que l'on voudrait que nos œuvres aient avec le spectateur, puisque les spectateurs qui sont dans un musée ne projettent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes attentes envers une œuvre que si l'œuvre est à la maison, ou que si l'œuvre est dans une église, ou que si l'œuvre est dans la mer, à l'image de cette sculpture de Jérémie Gobet, qui pose que la dentelle, Jérémie Gobet est un artiste textile qui va mettre de la dentelle sur les coraux dans l'idée de régénérer la barrière de corail. Et donc, il y a une fonction même, je dirais, de régénération de la planète grâce à l'œuvre d'art. Ainsi, cette fonction, qui n'est plus juste autotélique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de se donner à voir, mais c'est bien d'avoir un impact, eh bien, bouleverse la nature de ce que Jérémie Gobet fait, c'est-à-dire de l'œuvre. Et donc, il y a un jeu aussi avec la nature de l'œuvre, c'est-à-dire ce que vous faites. Ainsi, on peut aussi se poser la question de la fonction. Ainsi, si je résume les enseignements d'Alphabiel, qui ne sont pas toujours évidents à comprendre, l'œuvre d'art ne possède aucune nature. Elle est d'une nature plurielle, il n'y a pas une nature de l'œuvre. Elle est fonction de médiateur concret dans les processus sociaux, c'est-à-dire qu'elle va prendre différents rôles qui vont changer sa nature. L'interaction qu'un musée, un public, un artiste même entretient avec l'œuvre permet de penser ce qu'est l'œuvre. En soi, c'est le rapport qui est entretenu entre l'objet, son public, celui qui l'expose, celui qui le fait, qui dit la nature de cet objet. Ainsi, ce qu'est une œuvre est la manière dont elle est investie. L'œuvre n'est pas autonome et elle dépend du contexte. Et là, ça peut nous faire réfléchir au fait que la manière dont vous montrez votre œuvre change ce que c'est. Les œuvres s'influencent les unes avec les autres. Les œuvres en fonction du lieu ne veulent pas dire la même chose. On l'avait vu avec le fétiche qui est à la fois a une fonction dans un village africain, mais n'a pas la même fonction dans un musée. C'est tout l'enjeu du pavillon des sessions, où des œuvres d'Océanie et d'Afrique vont dialoguer et sont mis là au Louvre. Mais en les sortant de leur contexte originaux, leur contexte originel, en les mettant dans un autre espace, eh bien, il y a des dialogues formels qui s'opèrent entre les œuvres d'art d'Afrique et d'Océanie, qui n'ont pas forcément du tout la même histoire ni le même contexte. Et font faire ressortir, en faisant dialoguer des œuvres qui ne viennent pas, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas les mêmes échos, qui ne partagent pas la même histoire de l'art, ou dont l'histoire de l'art s'est perdue parce que ça vient, on va dire, de la nuit des temps, qui ont plus de 100 000 ans, par exemple, eh bien, en les faisant dialoguer, il reste quand même l'idée, on va mettre que ce dialogue entre les œuvres, on va se focaliser sur la forme esthétique. Les cultures se parlent par les imaginaires dont elles sont porteuses, et les imaginaires se traduisent par les objets créés. Ces objets peuvent avoir aussi d'autres significations, politiques, sociales, esthétiques et religieuses, mais ils gardent leur statut d'objet d'art qui frappe notre faculté esthétique
Le dialogue des œuvres permettra un renouvellement des musées. Ils donneront à voir un monde pluriel qui parle un langage commun, c'est-à-dire un langage esthétique. C'est ce que dit Souleymane Bachir, qui explique, qui essaie de penser le nomadisme des œuvres et ce que ça fait aux œuvres. Il en a fait une conférence l'année dernière, au Louvre, à la chaire du Louvre. Souleymane Bachir que vous voyez à l'écran. Je terminerai justement en montrant justement que le statut de l'œuvre d'art est instable, que sa signification est multiple et contextuelle, et qu'elle est même autre chose qu'une représentation, mais une matière même de réel, et qu'en prenant en compte tout ça, en prenant en compte que toutes ces modalités de l'œuvre, on voit que la pensée d'une œuvre d'art est bien plus riche qu'une pensée discursive, en tout cas bien plus complexe. Et qu'à l'origine, il y a cet instinct, ce murmure que l'on prononce, en tout cas que l'artiste prononce pour lui-même, et qui va donner ensuite une image qui fait œuvre. Car si l'image n'est ni parole, ni chant, ni dessin, ni peinture, ni architecture, ni parole au moins murmurée pour soi, eh bien, elle n'est pas image, c'est-à-dire qu'elle n'est pas œuvre d'art. Et donc, en revenant à Méduse et à cette réflexion sur le regard, qui donne aussi, qui entretient un lien avec le discours, vous avez là devant vous la première image de Méduse, du mythe de Méduse, une poterie qui est dans une tasse à boire, un skyphos du VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est proprement expressive et qui vient peut-être nous ravir, c'est-à-dire nous sortir de notre réalité et nous faire voir, nous faire expérimenter même un autre réel. L'image est donc un transport, et ce transport, c'est ce que les artistes proposent, c'est ce que vous proposez vers un autre réel. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, donc il y a en fait, on pourrait, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, bonsoir à tous, j'en ai pas parlé, mais on pourrait d'ailleurs prendre vos œuvres et se dire, mais quel type de pensée proposent les œuvres que vous faites? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La matière, une forme de représentation avec laquelle vous jouez, l'ambiguïté. Vous voyez, il y a énormément de possibilités. Tout est contenu dans une œuvre, mais l'artiste a des intentions et ça peut vous aider. N'oublions pas qu'on part d'abord d'une intuition, hein, c'est d'abord ça, et puis ensuite on va essayer d'expliquer. Mais il n'y a pas le mouvement est d'abord, ça part de vous, et ensuite, en fait, on va l'expliquer. Hein, c'est d'abord ça ce qui est intéressant. Donc là, on voit toutes les modalités, hein. À la fois discours conventionnel, je résume, parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. C'est à la fois discours conventionnel, à la fois par des opérations de condensation, on va dire polysémie, donc ça peut avoir plusieurs sens, mais c'est pas qu'une représentation, c'est aussi une matière, donc c'est aussi un autre réel. Et en fonction du contexte, eh bien, la nature même de ce que vous produisez est différente. Donc vous voyez, on aurait pu nommer cette conférence comment les images sont pensées, mais ce serait, c'est pour ça que je voulais que ce soit à quoi les images pensent-elles, parce que ce serait nier que les images sont quand même actives, ont quand même une présence, hein, c'est ce qu'on disait dans le premier volume. Donc voilà. Ça pourrait faire l'objet d'un article. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est... C'est vrai que c'est pas évident comme proposition, hein. C'est vraiment un petit peu différent et c'est totalement normal. Si ça peut paraître un peu compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un 3e volume sur un sujet qui est la signature de l'œuvre, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, hein, c'est-à-dire
le pouvoir des images avec la place de la signature. Et on va voir ce que ça veut dire de signer son œuvre. Et ça, évidemment, il y a plein de choses. Et la manière dont vous allez ensuite signer votre œuvre, ça va aussi dire quelque chose. Mais vous voyez, on est dans autre, faire une image ou faire une œuvre, c'est plus que dire. Hein, et donner un titre aussi, oui, effectivement. Manuela, tu as raison, en fait, c'est le texte qu'on rajoute. On va voir ce que c'est, hein, puisque c'est quelque chose qu'on rajoute à l'œuvre. Donc mais ça fait partie de l'œuvre, et c'est évidemment la présence de l'auteur, et on va interroger la présence de l'auteur dans la forme, qui participe évidemment au pouvoir des images. Merci beaucoup pour votre écoute. Bien, écoutez, il y aura alors il y a pas forcément de. Je vais peut-être faire une bibliographie pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, pour essayer justement de formuler un discours a posteriori sur votre œuvre, et donc on pourra échanger. Merci beaucoup et à très bientôt. Ah, oui, Véronique, merci beaucoup. Cela fait du bien, tu devrais envoyer le replay au ministère de la Culture. Ah oui, ça c'est assez drôle. Mais oui, on échappe aux théories. Et les références aussi. Merci beaucoup, bonne soirée. À très vite.